Forum de médias. Son âme réside dans la trilogie fidélité, efficacité, régularité. Ravi de nous retrouver à ces rendez-vous de tous les dimanches à 21h, avec sa rediffusion le mardi à la même heure sur la télévision du développement. Qui sont avec nous ces jours dans ces numéros? Nous partirons de la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Jean Lokaka, cadre du PPRD. Avec Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique Pesa Fongo Lamboka. Après Kitoko, Aldarish Luboya, je suis le président de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC. Après Luboya, c'est M. Baka Chabana, vice-président de la Chambre de commerce internationale, analyste et chercheur. Voilà. Allons cette fois-là à notre gauche et on retrouve... C'est Mani Abongo. Je suis analyste indépendante au service de mon pays. L'excellente analyste Abongo. Et puis Gandhi Kassende Bokabo, jurisconsulte spécialisé en droit international, politiste, avec une expérience non seulement d'administrateur dans plusieurs structures au niveau de la région parisienne, mais j'ai aussi travaillé en tant que coordinateur des services, donc une bonne expérience au niveau des entreprises d'économie sociale. Le pays a besoin des gens d'expérience. Alors, nous terminons avec l'homme d'expérience et puis Oui, c'est Carlos Simopili, je suis président national du Conseil suprême de la société civile. Du Conseil suprême, hein? Conseil suprême de la société civile. RDC. Alors, une bonne nouvelle et toutes nos félicitations. Depuis le 20 juillet, vous êtes nommé professeur d'université. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est un honneur pour le forum, n'est-ce pas? Un membre du forum qui vient d'être promu professeur. Félicitations. Merci. Nous espérons que les étudiants vous ont accueilli à bras ouverts. Oui, oui. En tout cas, c'est une chance pour la République parce que nous sommes là maintenant, nous portons une autorité pour décoloniser intellectuellement le peuple congolais. Avec les enseignements qui ont été donnés, avec l'idéologie néocolonialiste, tout ça, bientôt le Congo va vivre une indépendance intellectuelle. On va réagir. Professeur, vous n'avez pas arrosé à l'attention des... Ah non, c'est moi qui je vais être à l'honneur, j'attendais que vous ayez arrosé pour moi. Parce que vous avez un peu de nommé professeur aujourd'hui, mais on touchera son salaire qui est après 2 ans. Depuis que je suis assistant chef des travaux de 2011 jusqu'à présent, je n'ai touché ni salaire ni prime de l'État congolais. Voilà. Donc c'est les forums qui devaient les recevoir. Ah, oui, Ok, après les professeurs Moupili. Jean-Pierre Passizapamba Bouka, député national, président du réseau de parlementaires africains contre la corruption, membre permanent de la commission économique, financière et contrôle budgétaire. Alors, nous disons, c'est un autre enseignant à côté de Moupili. Ouais. Jean-Pierre n'est pas seulement député, mais il est aussi enseignant de l'université. Je n'ai pas osé le dire. Ok. Ben, nous nous excusons. Vous deviez être en voyage, mais nous vous avons retenu pour cette émission. Et pour les besoins de la République, nous avons pensé participer à cette émission avant de pouvoir bouger. C'est une très bonne chose. Merci. Voilà, si tout le monde pouvait faire comme vous. Les sommaires. Les 9e Jeux de la francophonie, après moult reports, ils ont fini par se tenir pour la première fois sur les sols de la République démocratique du Congo. À l'heure qu'il est, plusieurs pays qui ont envoyé leurs athlètes aux Jeux de Kinshasa ont les yeux tournés sur Kinshasa.
Les sommets, la Russie, Afrique, les rendez-vous étaient bel et bien respectés. Les dialogues sembleraient être francs et cordiaux malgré les temps si courts accordés à cette rencontre par rapport au premier sommet qui avait pris 4 jours de travaux. Élection 2023 en République démocratique du Congo. 20 000 postulants à la députation nationale, et c'est là pour 500 places seulement, comme quoi les Congolais aiment bien la politique. Mais avant d'attaquer les thèmes annoncés si haut, ouvrons une petite parenthèse que nous allons refermer sans tarder. Dans la semaine qui s'est achevée, les réseaux sociaux, n'eût été la clairvoyance des gouvernants de part et d'autre du fleuve Congo, ont failli de peu entraîner la République démocratique du Congo et la République du Congo dans les gouffres. Il s'agit des propos tenus par inadvertance par le professeur Kabissa sur les antennes d'une télévision de la place à la suite de la visite du président Sassou à Kigali au Rwanda le 22 juillet dernier. Les réseaux sociaux ont fait de ces propos leur chou gras. Les rumeurs occasionnées par les réseaux sociaux en professionnels nous a poussé d'approcher les ministres de la communication et médias, qui est aussi le porte-parole du gouvernement congolais, Mouyaya. Ce dernier nous a rassurés qu'il n'était pas question d'en faire un problème d'État et d'ajouter que son homologue de la République du Congo n'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet, alors que les réseaux sociaux ont prétendu que la réaction du ministre congolais des communications était violente par rapport à nous. Pour couper court à ces extrapolations, l'honnêteté intellectuelle oblige. À notre démarche, le professeur Kabissa nous a répondu sans tergiverser en ces termes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le professeur Kabissa qui vous parle. Au cours de l'émission sur Congo Web, j'ai tenu des propos dans mes analyses. Bien que beaucoup de soutiens me sont adressés, il me semble que certaines personnes ont été heurtées par les mots idiots que j'avais utilisés à l'endroit de grand frère qui se trouve le président du Congo-Brazzaville. Idiot n'est pas une injure au fait, c'est une maladie. Mais je n'aurais pas voulu le dire. Je demande donc pardon à tous ceux qui étaient heurtés. Mon grand ennemi, c'est ma conscience. Et lorsque mon père spirituel m'appelle, il me demande des comptes, je crois que ma conscience n'est plus tranquille et c'est pour ça que je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont été heurtées par ce mot-là et à l'intéressé lui-même, le président Denis Sassou Nguesso. Je mets un terme à cette discussion qui ne doit pas devenir un problème d'État, un problème entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Il a présenté ses excuses au président de la République du Congo. À mon humble avis, il n'y a pas d'avantage à tirer en longueur cette situation. Cultivons plutôt un climat de concorde entre un même peuple séparé simplement par le fleuve Congo. Et voilà tout. Commençons par l'élection. Il y a un député avec nous. Élection 2023.
en ce moment précis, serait-elle vraiment une priorité, selon vous, honorable? Merci pour cette préoccupation que vous soulevez et qui concerne aujourd'hui les 80, 90 ou 100 millions d'habitants, parce que nous n'avons pas de statistiques fiables. Faute de recensement. Vous l'avez si bien dit. Donc les 80 millions et largement à la dépassé, suite largement dépassé. Des différentes interventions, lorsque vous suivez la presse, que ce soit les réseaux sociaux ou la presse officielle, tout le monde parle du respect de la Constitution. Il faut qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels. Pas une seule minute de plus. Et au regard des avancées que nous connaissons aujourd'hui avec l'organe chargé de ce travail, nous disons que le peuple congolais va aller aux urnes. Je ne connais pas les secrets de difficultés qui ont été présentés dernièrement, mais nous disons au stade actuel, au regard de ce que nous voyons, parce que on a clôturé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, avec le dépôt des candidatures au niveau national, et qu'une séance de travail, je crois, est prévue pour ce lundi, en ce qui concerne le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Et donc, le train est en marche, et il faut donc que les uns et les autres, surtout qu'il y a encore de résistance, parce que je sais que il y a une partie de la population, ou ce que nous appelons les opposants au régime, qui n'ont pas déposé leur candidature à la députation nationale. Nous ne savons pas comment cela va être réglé, mais ce qui est vrai, il y a aussi de la jurisprudence et il faut que l'on tienne compte des uns et des autres parce qu'on veut des élections inclusives. On veut des élections qui doivent aider le peuple congolais à se remettre au travail. Parce qu'il ne faut pas qu'après les élections, qu'on puisse se retrouver encore autour de conciliambules. Il faut qu'une fois les élections terminées, qu'on reparte sur de nouvelles bases pour la reconstruction de ces pays où aujourd'hui, vous savez que les conditions de vie, d'ailleurs j'ai suivi hier, on l'a répété, sont devenues très 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 difficiles sur tous les plans. Et également avec la guerre nous imposée de l'autre côté et par le Rwanda, et nous-mêmes également dans la manière de nous comporter, surtout dans la gestion au quotidien. Et donc tout cela doit être mis ensemble pour que les dates butoirs soient respectées et que c'est seulement le peuple qui doit gagner. Le peuple doit gagner, mais nous avons des difficultés. Je ne sais pas si vous en tenez compte, honorable. Nous avons la guerre sur notre territoire, non seulement à l'est, mais à l'ouest aussi. Les grands bandundus n'est pas en paix. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui peut aussi conditionner la tenue des élections? Bien sûr que oui, mais il y a des gens qui ont des responsabilités pour ce faire. Il y a des gens qui ont accepté à ce que le pays puisse marcher convenablement. Ce que la date, c'est au mois de décembre. Ils ont tout le temps pour mettre le paquet double afin d'instaurer la sécurité, la paix, pour que les citoyens
aille aux urnes dans des conditions acceptables. Société civile, Carlos, pensez-vous qu'en ce moment précis, les élections, c'est une priorité pour le Congo? Récemment, je suis porte-parole national de la société civile électorale. Ce qui ma parole est sacrée. Et souvent, quand il faut que je me prononce, c'est après avoir concerté 30 plateformes et réseaux thématiques et 380 ONG des thématiques électorales. C'est pourquoi ici je parle comme Carlos, expert électoral et non représentant de l'Udiciel. Je crois que priorité élection maintenant là, on ne peut pas négocier avec les prescrits constitutionnels. C'est la Constitution qui l'exige, parce que, oui, qui l'exige du fait que nous avons des autorités qui ont un mandat politique, c'est-à-dire mandat électif. Et le mandat électif, ça se comprend de ce qu'on appelle la compétence temporelle. Ius temporis, sous temporis, pour ceux qui ont fait des latins. Ce que le président de la République, l'honorable député national qui est là, son mandat électif, c'est comme l'ordre des missions. Lorsqu'on vous donne l'ordre des missions pour opérer, il y a toute une durée, l'ordre des missions de 7 jours. Au-delà de 7 jours, vous n'êtes plus compétent. Vous n'êtes plus à mission. Vous n'êtes plus à mission. Donc, après le délai prescrit par la Constitution, toutes ces institutions qui ont un mandat électif n'auront plus donc de légitimité comme la légalité. Alors, il faut dire une chose au peuple congolais tant que société civile et délégation civique et électorale, c'est que les élections ne sont que de mode de désignation des animateurs. On peut nommer les gens qui sont bons et ils vont bien gérer. Comme dans l'armée, comme par-ci par-là, on nomme les gens. Les coachs, on les nomme. Il n'y a pas le vote d'un coach de léopard. Alors, Mussolini a été élu, Hitler a été élu, Barabbas a été élu et Jésus-Christ a perdu aux élections. Peuple congolais, vous allez encore voter les Barabbas ou de Jésus-Christ? Vous devez faire attention. Et pour revenir au calendrier électoral, ce que nous venons de clôturer la période d'ajout et de retrait des dossiers, ce que bientôt les BRTC vont envoyer les données au niveau de la plénière pour que la plénière puisse présenter une liste provisoire avant qu'on parle des contentieux de candidature. Et après, on va aller à ce qu'on appelle les dépôts de candidature. Je cite là, pour, je crois, le 5 août, dépôt des élections provinciales et locales. Je crains. J'ai suivi le président de la CENI, qui est fier de dire qu'il y a l'innovation, on va voter les conseillers. Mais les conseillers qu'on veut voter, techniquement, il y a des problèmes. Parce que lorsqu'on organise les élections locales, il faut penser immédiatement aux contentieux. D'abord des candidatures et les contentieux électoraux qui vont se faire où devant les tripés qui auront la compétence des tribunaux administratifs. Nous reviendrons sur le problème des contentieux. Non, je ne suis pas au niveau des contentieux, c'est-à-dire quoi? Il fallait que dans chaque territoire, dans chaque entité locale... Aujourd'hui, restons dans la question de savoir si les élections, pour le moment, c'est une priorité, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons comme configuration dans le pays. Je reviens à un autre politicien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour répondre ce qu'ont dit mes prédécesseurs, c'est que nous sommes face à une obligation constitutionnelle. C'est que la République, la nation, s'est convenue
que les mandataires du peuple sont là pour 5 ans. Et je pense que il est aussi important que pour ces cycles électoraux-ci, que les délais soient respectés. Pourquoi? Parce que ça nous permet de normaliser petit à petit nos affaires étatiques, parce que aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup de problèmes avec le respect des textes. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent aussi après, comme les questions de légitimité. Et il faut que nous évitions de faire de l'éternel recommencement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que nous ayons des compromis, qu'il y ait des glissements, qu'il y ait des négociations. Ça nous retarde, comme disait l'honorable, parce que, vous savez, à chaque cycle électoral, on passe les 3 ans qui suivent à parler des contentieux électoraux au lieu de au lieu de travailler pour élever la nation. Maintenant, c'est vrai, directeur, vous avez évoqué les différentes contraintes, par exemple celle d'ordre sécuritaire. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour que même dans les endroits où il y a encore des poches d'insécurité, que l'enrôlement s'efface quand même. Mais est-ce que nous allons pouvoir organiser les élections sur 100% du territoire congolais? On peut avoir encore des doutes, il y a un questionnement là-dessus, mais nous savons aussi qu'on a un cas de jurisprudence. Les élections de 2018 n'avaient pas non plus été organisées en même temps, je veux dire, sur l'étendue de la République pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Et peut-être que cette fois-ci, nous serons obligés de rajouter cette exception-là, pourvu quand même que la paix sociale soit maintenue, que ces élections aient lieu et que notre pays évolue un peu normalement. Ma chute, au fait, c'est que vous allez remarquer, directeur, qu'à chaque cycle électoral, on passe les 2 années précédentes à parler de la CENI, à parler de l'organisation des élections, à parler du serveur, à parler de l'audit. Mais nous mettons très rarement sur la table la question des programmes. Vous avez parlé des 20 000 candidats. Il y a des candidats présidents de la République, mais tout le monde parle de la centrale électorale. Tout le monde parle du respect du délai constitutionnel. Personne ne parle de programme. Et comme venait de dire M. Mopil ici, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir pour être encore élus, alors qu'ils ont déjà été élus plus de 3 fois sans rien faire. Et je pense que vous aussi, la presse, vous avez cette responsabilité de relever le niveau politique ou de l'arène politique de notre pays, en même temps pour les politiques que pour la population. La population doit savoir qu'à une année des élections, on doit pouvoir commencer à entendre parler des programmes, des projets politiques que chacun a, plutôt que de passer le temps jusqu'à la veille des élections. Nous allons parler de la centrale électorale, de l'audit du fichier électoral, mais jamais de programme. Alors, monsieur le caca politique aussi, oui, est-ce que c'est vraiment prioritaire maintenant, l'élection? Je vous remercie. Je crois que les 2 professeurs ont parlé. Mon frère Luboya a épinglé aussi. La logique serait simple. Il y a tautologie au sein de notre République, je m'excuse. Nous sommes une République démocratique, je crois que c'est la seule qui existe au monde. République démocratique du Congo. Et nous poursuivons la démocratie. Qui dit démocratie dit consensus. Je vais paraphraser Jérémie Hippie de l'IFES. Consensus. C'est pas la voie de la majorité. Je parle en termes de consensus dans la normalisation de textes et de dispositions. Parce que la conception de la démocratie chez nous... Consensus doit de pair avec la démocratie? Non, rien d'autre que le respect de ce que nous avons mis dans le texte. C'est dans ce genre de consensus. C'est-à-dire nous avons une constitution qui doit être respectée avec ses lois. Et nous avons, Mopil a parlé de mode de désignation, mais dès lors que nous avons opté pour la démocratie telle que définie, il y a des préalables. Alors, nous n'avons pas une commission nationale d'élection.
nous avons hérité, professeur, si je ne m'abuse pas, de Sun City sans parachever ce qui était normal, c'est-à-dire mettre une nouvelle constitution, on n'en a pas mis, la commission vérité et réconciliation non plus, et donc nous avons une commission indépendante électorale. Alors, comment se compose la commission? La commission est composée par des délégués des partis politiques, dans sa mise en œuvre. Et dans le cas échéant, ces délégués sont présentés chez le professeur au Parlement. Alors, il y a une composante, c'est-à-dire le PPRD. C'est une priorité ou pas? Non, j'arrive. Le PPRD, comme parti politique, avec son regroupement, le FCC, a l'obligation d'avoir les délégués légitimes qui seraient naturellement légaux. Ces délégués sont contestés. Professeur, ce n'est pas un secret, vous êtes député. Les délégués du PPRD et du FCC qui sont à la CENI sont contestés. Et par moralité oblige, vous seriez obligé de les renvoyer. Parce que les pairs ne reconnaissent pas en eux le rôle de les représenter à la CENI. Ok, monsieur Lokaka, s'il vous plaît. Nous reviendrons sur les détails. Mais maintenant, est-ce que nous parlons des problèmes des priorités? C'est ça le problème. Le problème est à ce niveau-là. Les trois délégués n'ont pas la légitimité. Donc, ils ne bénéficient pas d'une confiance de leur père. Alors, pour que ça soit crédible, comme vous avez dit, apaisé, sans tension, il revient au pouvoir organisateur de dire aux délégués que vous n'avez pas confiance de vos pairs, rentrez pour qu'on nous donne. Parce qu'ils sont là. Le problème est à ce niveau. Vous faites une réclamation. Alors, j'arrive directement. Un petit mot. C'est une réclamation, ça. Un petit. Alors, c'est ça le vrai problème d'abord. La crédibilité de la CENI sur le plan politique. Parce que la loi reconnaît l'opposition politique, qui serait républicaine, de la société civile. Et, de deux, pour organiser les élections, avec les 4 membres, en amont, vous avez la CENI, en aval, vous avez la Cour constitutionnelle, qui, naturellement, posera un problème, professeur député, par sa composition. Et puis, il n'est pas un secret que les membres qui tiennent la justice appartiennent à un groupe. Ils sont tous du centre dans leur stratification et dans sa mise en place. Les détails on reviendra. Vous demandez le problème. Nous sommes dans l'année des élections. Aujourd'hui, il était question de répondre à la question de savoir si c'était une priorité ou pas. Mais le détail, au détail, qui est éminent et important pour la République. On revient là-dessus. C'est pas un problème. Madame Mabongo, les postulants, il y en a 20 000 pour 500 places. Seulement 500 places. À quoi on peut attribuer l'engouement des Congolais à la députation? Merci beaucoup, M. Noël, pour la question. Moi, je pense que cette question, M. Passy est mieux placé pour répondre parce qu'il est député national, mais j'essaierai de placer un mot là-dessus. Oui, pourquoi tout le monde accourt vers la politique? Tout simplement parce que c'est un secteur qui porte, c'est un secteur où on gagne sans trop de douleur, un secteur où on a l'argent facilement, il suffit d'accepter de se prostituer politiquement, on se retrouve. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes
créent des ONG, beaucoup de jeunes posent des actes dans des communes, vont s'occuper des orphelins, vont donner des sacs de riz, donnent des pagnes aux mamans. Le but, le mobile, plus tard, être à l'Assemblée nationale, être député. Or, nous sommes un grand pays, un pays riche qui a tout. Ce n'est pas seulement la politique qui peut nourrir la population. Il y a beaucoup de secteurs, on nous parle de la diversification de l'économie. Or, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent porter, mais aujourd'hui, tout le monde se rue vers la politique. C'est aussi un problème mental. On doit aussi travailler sur le mental des Congolais. Pourquoi faire focus seulement sur un secteur alors qu'il y en a d'autres? Et parmi les 20 000 candidats là, on ne choisira que 500. Je me pose la question, et les restes? Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que les élections sont une priorité? Quelqu'un l'a dit ici, bon, les amis ont dit c'est constitutionnel. Parce que après 2020, après le 20 décembre, le régime sera illégitime. Donc le régime joue sur le temps. Il fait tout pour qu'on organise les élections dans le délai. Donc c'est une priorité. On ne s'attendait pas à ce qu'on allait organiser les Jeux de la francophonie. C'est devenu une réalité aujourd'hui. Donc les élections aussi, c'est une priorité parce que la Constitution nous donne à organiser les élections tous les 5 ans. Je reviens en arrière. Quand Kabila prend le pouvoir, en 2006, on organise les élections. En 2011, on a respecté l'année électorale, le 2e mandat. Arrivé à la fin du mandat, on commençait à parler 3e mandat, glissement, tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le président, les autorités font tout pour qu'on organise les élections dans le délai. Mais nous nous posons la question en 2028. Qu'est-ce qui se passera? Il n'y aura pas aussi ce genre de choses où qu'on puisse glisser aussi après 2 ans, qu'on puisse glisser pendant 2 ans. Là, que Dieu nous garde, s'il nous prête vie, nous pourrons voir ce qui va se passer. Donc, c'est une pratique qu'on doit décourager. On doit montrer à la jeunesse que ce n'est pas seulement la politique qui peut te payer, tu peux aussi embrasser d'autres secteurs. Il y a l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de secteurs où on peut risquer, mais pas seulement la politique. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous regardez les chaînes de télévision, comment pouvez-vous comprendre dans un pays comme le nôtre, même si nous sommes la République démocratique du Congo, nous avons plus de 2000 émissions politiques. Et les autres secteurs, qui va s'en occuper? On a organisé une réunion sur l'économie du climat. Mais les jeunes allaient aussi dans ce secteur. Ce secteur aussi est porteur. On peut aussi faire de l'argent dans ce secteur. Mais pourquoi nous abandonnons les autres secteurs, l'agriculture, la sculpture, tout ça? Mais nous faisons focus sur la politique. Et moi, je responsabilise les partis politiques, les présidents des ligues de jeunes. Vous êtes des jeunes, monsieur Loka, quand vous êtes encore jeune, éduquez les citoyens de vos partis, éduquez les militants, qu'il y a plusieurs secteurs. D'accord. Pas seulement la politique. Alors, monsieur Baka, l'engouement vers la politique pour les Congolais, c'est dû à quoi? Merci, M. Noël. Je crois que... Et je salue d'abord tous les amis qui sont dans la salle et les spectateurs qui nous suivent. Le Congo, c'est le seul pays au monde où tout est politisé. Moi, j'ai eu la chance de rester longtemps à l'étranger. Il y a eu aussi des élections, ça se passe normalement. Bien que la population s'y intéresse, mais vous sentez que tous les secteurs de la vie du pays fonctionnent. Donc les élections, c'est une grande messe où les gens vont pour renouveler les dirigeants, soit donner la chance à une nouvelle classe politique. Parce qu'en politique, puisqu'on reste longtemps, on vieillit, on n'a plus les idées. Donc, mais au Congo, tout est politique. Même les églises font la politique. Même les gens qui font des têtes, tout le monde s'y intéresse. Alors, j'étais aussi curieux de savoir ce qui se passe au juste. Et j'ai compris que c'est le seul secteur où on peut réussir sa vie facilement. Donc, les gens font de la politique pas comme une passion, pas comme un devoir sacré pour une vocation, mais ils vont par aventure. Et je crois que nous avons des amis très intelligents dans cette salle, et des hommes politiques que je respecte, et que l'avenir sera autre. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire que quand vous exercez une fonction politique, vous devez vous poser la question, pourquoi j'ai fait la politique
pour qui et pourquoi. Donc, la cité, tout le monde ne peut pas faire la politique, mais quand vous sentez que vous avez la vocation, il faut avoir un plan d'action. Il faut avoir des projections. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fera demain? Et voilà, c'est ça, les hommes d'État que nous manquons cruellement au Congo. Parce qu'on a plus des hommes politiques que des hommes d'État. Un homme politique, il raisonne au bout de son nez, mais un homme d'État, il voit l'avenir autrement. Et je crois que le temps est arrivé. Malgré tout ce que j'entends dans cette émission, et je crois qu'au fond de nos cœurs, nous devons changer les choses. Nous devons changer, et si on doit faire de la politique, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir. Absolument. Alors, M. Kitoko, l'engouement. Vous savez, Noël, lorsque j'attends au niveau des analyses de mon collègue ici à côté, quand il parle de servir et non pas se servir, oui, j'aurais bien voulu que le Congo puisse opter ce système qui complètement peut non seulement faire avancer un certain nombre de choses d'intelligence, mais aussi faire comprendre à toutes les nations, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, de ne pas opter cette voie qui, de fois, est une voie de risque. Pourquoi ne pas opter le système chinois? Le système chinois fait ceci. Un député national n'est pas payé. Il n'y a pas d'émolument à un député chinois. Vous comprenez? Alors, les jours où nous allons opter pour ce système-là, vous allez voir, sur les 20 000 candidats, vous allez rester peut-être avec 50 ou 100 de volontaires pour la République qui permettra à ce que les choses puissent aller décemment et vers de l'avant. Moi, je pense que c'est au niveau de calcul, non seulement des calculs financiers, mais aussi des calculs mentaux sur la manière dont un candidat peut gagner aux élections et comment il doit pouvoir se conduire sur le minimum qu'il peut obtenir gauche-droite. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que l'ensemble de politiciens peuvent bien réfléchir et regarder la direction dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Est-ce normal qu'un député puisse toucher autant de sommes qu'un professeur d'université, ou bien c'est le moment où on doit pouvoir donner l'élégance à la nouvelle génération à comprendre que opter pour la voie politique n'est pas bonne si vous n'avez pas les capacités d'emboîter le pas d'orientation qui permettent à ce que le pays puisse aller vers de l'avant. Je pense qu'à ce style-là, rien qu'à ce style, nous pouvons trouver les mécanismes qui permettra que les 20 000 candidats que moi j'ai entendu parler ne sera pas peut-être 500 ou voire même 400 candidats lorsque les questions salariales soient complètement élaguées ou écartées. Okay. Donc c'est rien qu'à ce chapitre-là que les choses peuvent aller vers de l'avant. Voilà. Alors, M. Gandhi. Oui, c'est un vaste programme. Je pense que les uns et les autres ont argumenté des arguments qui peuvent nourrir l'esprit non seulement de nos populations, mais aussi de nos futurs candidats, ou du moins députés ou sénateurs, voire des conseillers communaux, etc. Il y a un problème, ça a été évoqué. 20 000, c'est un chiffre important qui devrait nous interroger. Pourquoi tout le monde va vers la députation? Cet engouement. Ouais, cet engouement. C'est vrai que les 21 000 dont les hommes politiques, les journalistes ont lancé, ce pavé qu'on a dansé dans la mare des 21 000 $, ça fait rêver plus d'un. Aujourd'hui, tout le monde se voit avoir une voiture, une palissade ou autre. Tout le monde voit d'avoir 21 000, je vais me construire un immeuble, je vais avoir 2 ou 3 femmes, etc. Ça pose un problème. Le problème est posé aussi quand on regarde parmi ces candidats des jeunes en disant « nous venons pour renouveler la classe politique ». Ce n'est pas un renouveau. Ce pays a toujours été dirigé par des jeunes. Vous voyez en 60, qui était ministre? La plupart avaient moins de 40 ans. Vous voyez avec Mobutu, il a fait appel aux universités qui n'avaient aucune expérience. Ils avaient certes des diplômes, aucune expérience, pas de savoir-faire, encore moins de savoir-être. Ils étaient ministres, ils étaient jeunes. Kabila a eu aussi des jeunes, vous avez vu. Aujourd'hui, Tshisekedi a des filles qui sont sorties à peine de l'université, qui n'ont jamais vendu même des beignets au coin de leur avenue, qui sont devenus des ministres, etc.
Mais les jeunes ont toujours été là. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est le renouvellement. Notre ami Bak a dit le mot juste, le renouvellement de la classe politique, qu'il soit jeune ou moins jeune, mais avec un projet, avec une idée. Venir là pour servir. Aujourd'hui, tu vois, plein de médecins qui vont pour devenir médecins, pour devenir députés, plein de professeurs d'université qui vont. Déjà, on a du mal à tenir les professeurs dans leurs universités respectives. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les assistants ou les CT donner des cours. On va où avec nos universités, notre enseignement? Quand ils vont aller au niveau du Parlement. Mais qui va devenir professeur? Ils auront toujours professeurs, ils seront rémunérés, ils vont discuter de leur salaire encore, mais alors qu'ils ne sont pas présents dans les universités, ça pose un problème. Moi, je souhaiterais être dans la ligne médiane, pas qu'on devienne comme les Chinois où les députés n'ont pas de salaire, mais au moins qu'on se rapproche d'un des États africains qui nous a montré un bel exemple. Il s'agit de Botswana. Au Botswana, un député touche 1800 $. Je dis bien 1800 $. Comparé au salaire d'un enseignant, l'enseignant touche 1300 $. Le jour où on arrivera à ça, il n'y aura pas beaucoup de professeurs qui vont se battre pour devenir députés. Il n'y aura pas beaucoup de médecins, puisque le médecin aura un salaire, voire même au-delà de ce qu'un enseignant touche les 1300 $. Un médecin ne va pas perdre son temps là-bas. Il préférera plutôt rester dans les hôpitaux ou dans les cabinets. Oui, c'est pareil. Donc ça pose un problème. Allons à l'essentiel, revoyons la structure même de nos institutions. Et puis le moyen qu'on donne à ces institutions, à ces individus. Mais il faut aussi qu'il y ait aussi un contrôle, avant que ces gens-là aillent contrôler les ministères, avant qu'ils aillent contrôler nos dirigeants au niveau des mandataires, etc. Il faut qu'on les contrôle aussi. Qu'est-ce qu'ils produisent, les députés? Il y a des députés qui sont là depuis 10 ans. Demandez à certains qu'est-ce qu'ils ont produit. Hein? Mais il y en a qui n'ont même pas des cabinets où ils peuvent recevoir leur population. Certains nous diront qu'ils sont à Kinshasa alors que leur base c'est à Mbujimaï, à Kananga ou à Mbandaka, etc. Mais ils ont des suppléants. Ils peuvent embaucher des assistants. Ou alors ils ne sont pas là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a menace. J'ai vu des gens de l'Équateur, du Kasaï, par un prêtre, menacer les anciens députés en disant « Ne venez pas ici ». Allez vous faire élire là où vous êtes à Kinshasa, où vous avez construit des immeubles, là où vous avez vos femmes, etc. Ça pose un problème. J'ai vu aussi dans le Bandundu, il y a une conscience qui est en train de naître. Donc, revoyons la structure ou la structuration de nos chambres de représentants, revoyons les émoluments, allons au juste prix, au juste salaire. Vous verrez, il y aura un rééquilibrage par rapport à d'autres professions, d'enseignants, des médecins, etc. Mais il fallait préciser, l'enseignant de 1300, il s'agit de l'enseignant de primaire. Hein? L'enseignant du primaire. De primaire. Vous avez bien fait de relever ça. Pas universitaire. Du primaire. Oui. Et il y a une bourse pour tous les étudiants, un minimum de 150 $. Okay. Alors, pour clôturer le dossier, je pose une question au honorable député. Après le dépôt des candidatures, on réalise des recettes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces recettes soient affectées à une destination précise? Merci, monsieur le directeur. Avant de répondre à votre question, j'aurais voulu ajouter un petit mot par rapport à 20 000 postulants. Vous avez posé une question très intéressante. La réponse est simple. Il faut que les élites dans notre pays puissent repenser l'organisation de la société. Il y a un problème réel. Parce que moi-même, en tant que député, parfois, vous savez, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème parfois moral, c'est un problème parfois psychologique. Quand je suis devant mon enseignant, quand je suis devant ceux qui m'ont formé, et que l'on parle plus
du député, alors que ce n'est pas le député seul qui organise la société. Il y a un gouvernement. Qui doit être contrôlé par les députés. Effectivement, là c'est les maillons faibles, effectivement, moi je ne me gêne pas de le dire, c'est les maillons faibles du Parlement. Parce que les deux missions essentielles du Parlement, voter les lois, contrôler. Je ne veux pas dans le détail, le contrôle. Et là, je le dis souvent au micro de l'Assemblée nationale, que nous avons de lois et qui souffrent de la non-application par l'exécutif. Au lieu de continuer à voter des lois, si ça ne dépendait que de moi, on aurait pu suspendre cette étape-là de vote de loi. On ne voterait des lois que lorsque le gouvernement qui applique cette loi constate qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas et qu'on peut améliorer. Sinon, le travail du Parlement serait de suivre l'évolution pas à pas de toutes les lois que nous avons mises sur pied. Mais malheureusement, au stade actuel, ce n'est pas le cas. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis de l'Union sacrée. Quand je parle à mes collègues, je leur dis, mais écoutez, aujourd'hui, nous, de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas nous plaindre du discours de l'opposition. Par exemple, quand un opposant parle, nous, de l'Union sacrée, nous devons être plutôt attentifs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi le dit-il? Parce que nous qui sommes de l'Union sacrée, nous avons le gouvernement, nous avons l'administration, nous avons l'armée, nous avons la police, et nous avons tous les services à notre disposition. Et nous avons l'obligation de répondre aux desiderata de la population. Et donc, quand un opposant parle, on ne peut pas se réveiller le matin pour dire, d'ailleurs, vous étiez là, et ils étaient là, ils n'ont pas bien fait. Et nous qui sommes là, nous n'allons pas bien faire parce que ceux-là n'ont pas bien fait. Voilà comment nous devons, nous les élites, et nous qui sommes autour de cette table, et tous ceux qui nous suivent à la maison doivent se poser la question. Chaque fois que je suis intervenu en tant que président de lutte contre la corruption, j'ai toujours interpellé le président de la République. Vous devez vous poser la question, pourquoi avez-vous choisi d'être président de la République? Et vous qui êtes au gouvernement, le président vous a fait confiance. Vous a-t-il nommé pour que vous ayez des immeubles? Parce que plus personne ne veut dormir maintenant au rez-de-chaussée. Tout le monde veut dormir au 8e niveau. Est-ce que c'est ça vraiment servir la République? C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous interroger. Nous-mêmes Congolais, cela n'est pas importé. C'est à nous que revient la responsabilité de redéfinir, de réorganiser notre société et lui donner maintenant des attributions avec un projet, comme l'a dit le collègue, que voilà. C'est pourquoi j'insiste même qu'on abandonne le budget de moyens au profit d'un budget programme. Parce qu'on peut se dire que, par exemple, de 2024 jusqu'à 2028, le ministère de l'Agriculture aura planté 500 hectares, par exemple, de bananeraies, 500 hectares de palmeraie, 500 hectares. Et à la fin de la législature, on procède à une évaluation. Où sont les 500 hectares? Et il en est de même pour les autres secteurs de la vie. Parce que regardez, depuis que nous sommes indépendants, les Belges ont laissé environ 3000 km de routes asphaltées. Aujourd'hui, 60 ans après, qui a procédé à une évaluation sérieuse pour dire, si on faisait ne fût-ce que 100 km de routes asphaltées à chaque budget, combien de kilomètres de routes aurions-nous aujourd'hui? Vous vous rendez compte que nous sommes responsables de notre propre turpitude. Et donc, nous devons réexaminer. Au lieu de parler, par exemple, du salaire de 21 000, que moi je ne touche pas, par ailleurs, parce que je suis député, je ne touche pas. Si je savais que cette question viendrait, j'allais vous amener mes papiers ici. Et je ne reviendrai pas sur un débat. D'ailleurs, chaque fois qu'on me pose la question, je ne reviens pas là-dessus. Donc, le vrai problème, nous les élites, nous qui sommes ici, et tous les autres, repensons l'organisation de notre société. Et cela va nous permettre de faire un bond en avant. Il faut qu'on renouvelle
Moi, je n'ai pas posé la question sur les 25 000. Hein. Oui. Je n'ai pas posé la question. Non, moi non plus, je n'en parle plus. C'était une parenthèse. Les intervenants qui... Non, qu'on en parle ou pas, le plus important à la date d'aujourd'hui. Qu'on ne discute pas des salaires. La question que j'ai posée, oui. Celle de savoir les recettes que réalise... Oui, j'allais répondre parce que vous devez vous rendre compte, monsieur le directeur, que c'est la DGRAD qui perçoit ces recettes-là pour le compte du Trésor. Voilà. Ok. Nous pouvons provisoirement changer de sujet en attendant que nous puissions revenir en détail sur les élections, puisque nous sommes maintenant dans la période électorale. Nous sommes dans la période électorale. Nous allons parler maintenant de la francophonie. Qui d'entre nous ont-ils l'honneur de participer à l'ouverture de la francophonie il y a 3 jours au stade? On l'a suivi à la télé. Personne n'a été au stade? Il y avait un engouement là. Personne n'a été au stade. Alors, à la télé, on a suivi. Monsieur Lokakadibou, qu'est-ce que vous dites? Oui, je vous remercie sincèrement. Je salue votre pensée, professeur. Merci beaucoup. Repenser l'État et requalifier l'État. C'est tout ce que nous sommes en train de... Nous sommes dans les francophonies maintenant. J'arrive, directeur. Donc, en tout cas, moi, c'était beau pour moi. Très Vous savez, le Congo de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Kasavubu, de Mobutu, de Kimpavita, d'Anouarité, de Bakanza, a été honoré une fois de plus. Malgré nos divergences, malgré la guerre, les difficultés et tout, le stade de Martyrs, la nuit a été... en termes de symbolique, le Congo a été bien présenté. En suivant les images, c'était beau. Très beau. Okay. Et le monde a attiré l'attention qu'il y a la vie au Congo. Seuls les Congolais eux-mêmes, Kitoko, avec notre patriotisme, nous faisons un effort de ne pas promouvoir notre beau et cher pays. Ce que je peux retenir et dire aux Congolais, que engageons-nous de présenter le Congo beau. Soyons unis et, excusez directeur, les signes, on manque des drapelets, les emblèmes pour présenter le Congo. C'est-à-dire la patrie doit être à l'honneur. Il faut qu'il y ait de matériel qui accompagne l'événement. Ceux qui ont la charge de l'organisation. Les t-shirts, les drapelets, pour embellir la beauté et de dire aux Congolais que face à ces événements, il faut être présent. Il ne faut pas qu'il y ait des stades vides, des terrains vides. C'est ça aussi. Donc, engageons-nous de participer. Ok. Mami Ambongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Enfin, nous avons vécu ce bel événement en couleur, un spectacle en couleur, où on a montré c'est quoi le Congo, la faune, la flore, les réalités congolaises. Et j'ai vu même pendant la scénette, on voyait comment les chutes, avec comment nous pêchions les poissons avec, vous voyez, ce qu'il y a à Ouagenya là. C'était des réalités, des nasses, voilà. Mm-hmm. C'était très beau à voir et c'est l'image du pays. C'est que moi je pourrais demander qu'il n'y ait pas de récupération politique. Les Jeux de la francophonie ont été organisés pour le pays. Alors qu'aucun parti, qui qu'il soit, fasse de la récupération politique. Au moins notre image aujourd'hui est très bonne. Et la leçon que j'ai pu tirer, M. Noël, malgré les problèmes que nous avons au pays, le problème de l'insécurité avec les Mobondo, le Congo, le franc congolais qui pique du nez, tout ça. Mais nous sommes arrivés avec la volonté de nos autorités à organiser ce jeu. C'était un défi et nous l'avons vaincu. Et nous croyons que maintenant nous pouvons penser grand.
nous pouvons organiser un jour les Jeux Olympiques, nous pourrons organiser un jour la Coupe du Monde. Nous étions, bon, on n'a pas vu le combat du siècle, mais Dieu au moins nous a permis que nous puissions vivre les 9e Jeux de la francophonie. Ok. Le combat du siècle concernait 2 boxeurs d'un même pays, mais le jeu de la francophonie a réuni plus de 40 pays. Hein. Alors, vous dites... c'est l'effervescence que nous avons vue hier. L'effervescence que nous avons vue hier... vendredi. Le vendredi, oui. Donc ça doit nous interpeller sur la possibilité ou les possibilités que notre pays a, soit nous individuellement, soit par équipe. Donc il faudra qu'à un moment donné, qu'on regarde l'intérêt national à un certain moment de notre vie, de la vie de notre nation, de la vie de notre État. 74, on retient 74, le combat de boxe. 74 aussi, on retient premier pays africain d'Afrique noire qui joue à la Coupe du Monde. C'était très intéressant. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est l'apothéose, puisqu'il y a encore d'autres organisations futures qui viendront, compte tenu de l'expérience que nous avons acquis, que nous allons acquérir également pour organiser des choses merveilleuses. Donc, j'ai suivi M. Ndombassi, comme notre ami a parlé de il faut l'unité, etc. Il m'a surpris positivement. Ndombassi, c'est un ancien de la Mouka, qui est maintenant seul. C'est un député qui est souvent en salopette orange. Suivez ce qu'il a dit, c'est très grand. Ça l'a grandi. C'est un monsieur qui est non seulement cultuel, mais aussi culturel. Mais il a dit des choses que tous les hommes politiques, qui soient du pouvoir ou de l'opposition, devraient avoir à l'esprit quand il s'agit des moments comme ceux que nous connaissons aujourd'hui par rapport au jeu de la francophonie. C'est pas seulement tout ce qui est spectacle. Non, c'est ça. C'est pas seulement le spectacle. Sachez qu'il y a presque 10 000 emplois induits, directs ou indirects, par rapport à ce jeu-là. Sachez qu'on a aussi mis en exergue certaines de nos entreprises, si je peux citer ABC, qui est un regroupement de plusieurs entreprises qui ont travaillé de bout en bout pour réfectionner le stade Tata Raphaël, le stade de 20 mai. Donc, il y a pas mal de... La culture, on peut créer une industrie. Le sport, on peut faire en sorte que ça rapporte au PIB de notre pays. Moi, je pense que demain, on peut... Regarde, la France dépense 13% de son budget pour la culture et il récupère 30%. Moi, je pense que demain, on peut faire aussi de notre culture, que ce soit la musique, le théâtre ou les restes de la culture, faire gagner de l'argent au pays. Chéri Samba n'a pas fait des études universitaires au niveau de l'art. Chéri Samba est arrivé à vendre des tableaux jusqu'à 1 million de dollars. On a vendu en France à un moment donné un oreiller qui vient de chez les Chokwe ou autres dans le Bandundu à 2 millions d'euros. Il y a des talents ici. Il suffit seulement qu'on mette en place une structure. Moi, je demande même, quand il y aura de nouveaux gouvernements en 2024, il faut faire de l'éducation nationale un gros ministère qui soit l'éducation, jeunesse et sport. Il faut favoriser les sports depuis l'école maternelle jusqu'aux universités. Certains jeunes qui abandonnent l'école, mais s'il y a le sport, on peut d'une manière ou d'une autre les maintenir là-dessus. Okay. Donc c'est très important. Félicitations à tous les Congolais qui ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, je crois, à partir d'hier, vont croire un peu que nous avons des possibilités dans ce pays. On peut aller de l'avant. Monsieur Kitoko. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi Gandhi peut s'alloger autour de ce discours tendant à démontrer que il y a peut-être des Congolais qui ne sont pas d'accord à ce que le pays soit présenté dans de meilleures conditions. Non, il n'y a pas un seul Congolais qui a dit non dans la façon dont les choses devaient être. Non, s'il vous plaît, vous avez épinglé l'idée selon laquelle peut-être nous ne sommes pas tous du côté du Congo. Non, tout le monde est du côté du Congo, qu'il soit de l'opposition ou de... Si la bataille même électorale ou politique est en train de prendre les énormités, c'est à cause de l'amour que nous avons tous du pays. Donc, sur ce chapitre-là, vous n'allez pas dire que les opposants viennent juste pour encenser
un seul individu au sommet de l'État, mais non, nous allons parler de la République démocratique du Congo dans son vrai sens du terme. Donc, sous ce chapitre, moi, je pense que... J'ai fait mieux les dessous. Non, attendez. Ndomba, c'est d'abord un ami, un grand artiste, et il a eu des idées. S'il vous plaît, il a eu des idées. Où est le problème? Nous sommes dans l'espoir. Où est le problème que même si l'opposition peut être d'accord avec l'orientation de la francophonie, très bien. pourquoi vous pensez, dis-moi, pourquoi vous pouvez penser que l'opposition n'a pas le droit au chapitre de vouloir démontrer que le Congo peut bénéficier de ces statuts? On les a pas vus. S'il vous plaît. Oublie ça. Sur ces chapitres, S'il vous plaît. Vos impressions sur ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça mon impression. D'abord, j'ai répondu d'abord par rapport au discours de Gandhi et qui pense écarter ceux qui sont dans l'opposition en rapport avec ça. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'il faut parler beaucoup plus du Congo et des Congolais dans son ensemble, plutôt que de parler de ceux qui sont dans l'opposition en faisant appel avec notre ami et frère de l'opposition de cette manière-là. Donc, sur ces chapitres, je peux être d'accord avec ça, mais la réalité, après ce que nous avons vécu, après ce qu'on a montré, après ce qu'on est en train de faire vivre, quelles sont les réalités que le Congolais, dans sa généralité, est en train de traverser sa vie maintenant là? Ce sont des images qu'on a montrées à la télévision, cher ami. Mais maintenant, quelle est la vie des citoyens congolais à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, nous échangeons, nous sommes en train d'échanger cette émission? Quelle est cette vie-là de certains Congolais qui peuvent te dire que non, il est bien d'accord avec le système tel que ça se passe ici en République démocratique du Congo? C'est un peu ça l'erreur que beaucoup d'acteurs politiques de notre temps sont en train de commettre pour ne pas dire la vérité. Je reviens sur le chapitre de ce qui s'est passé, de ce que, je m'en excuse Noël, de ce que Noël a parlé en rapport avec la sécurité de notre pays. Est-ce que vous savez que le chapitre de la sécurité ne pardonne pas un seul État? Prenons le cas de l'Ukraine. Est-ce que vous savez que toute l'Union européenne est derrière l'Ukraine, mais qui n'arrive pas à trouver des solutions parce que le pays se trouve dans des conditions désagréables? C'est un autre chapitre. Donc c'est un chapitre important parce que notre pays traverse aussi les moments récurrents en ce qui concerne l'insécurité dans ce domaine-là. Merci beaucoup, directeur. Nous avons vécu, en tout cas, comme ça a été dit ici, un événement haut en couleur, mais aussi vraiment un très grand accent mis sur la nature résiliente du Congolais, la résilience de notre nation et cette capacité, comme l'indique le mot, à toujours se relever après des chutes. Vous savez, le Congo a connu beaucoup de problèmes et, et même dans la représentation, nous allons dire sociologique de notre pays, il est étonnant pour le monde entier que le Congo soit toujours un pays aussi uni, aussi fort, aussi résilient. Et beaucoup de personnes même qui sont venues de l'étranger, qui ont eu le contact avec les Congolais, sont impressionnés par une chose. La chaleur humaine, les Congolais sont chaleureux, ils sont accueillants, et dans leur attitude, malgré tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il y a, vous sentez que ce sont des personnes positives. On n'a pas vu des gens en train de pleurer, en train de se plaindre, mais on a plutôt vu une population chaleureuse, une population qui a de l'espoir. Et donc pour moi, le symbole que nous pouvons tirer, l'événement haut en couleur d'hier et pour les jours qui vont suivre pendant cette semaine, c'est vraiment le symbole de la résilience congolaise. Et pour moi d'ailleurs, ça me rappelle que le Congo est au fait pas seulement au centre de l'Afrique, mais le Congo est au centre du monde. Nous avons tout ici et nous avons tout ce qui peut y avoir de plaisant pour le monde entier. Alors, ce que nous allons, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'après le passage du pape et l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie, le Congo entre maintenant à un autre stade, un autre niveau. Nous avons la capacité d'organiser des grands événements internationaux, qu'il s'agisse du plan culturel que du plan sportif, parce que sur le plan politique, nous l'avons déjà prouvé. Je pense que le Congo peut aujourd'hui s'attendre à recevoir la Coupe d'Afrique et peut-être un jour les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'il faudra que nous fassions, directeur, et je vais arrêter par là, nous devons sérieusement travailler sur l'aménagement du territoire. Notre pays doit avoir les infrastructures qu'il faut
pour qu'il soit accessible de partout et qu'il soit agréable de recevoir des gens chez nous. De deux, nous devons sérieusement travailler sur la sécurité. Et de trois, c'est que nous devons développer certaines compétences et certaines capacités. Parce que vous savez, par exemple, quand il fallait accomplir certaines tâches, il s'est avéré que soit le Congolais n'avait pas la compétence, soit il avait la compétence mais n'avait pas assez de moyens pour exécuter cette tâche. Donc nous devons travailler sur ces trois axes pour que le Congo, désormais, soit un pays considéré comme un pays de haute facture quand il s'agit d'organiser les grands événements internationaux. Ok. Nous laissons dans le sillage de la francophonie. Monsieur Baka, pensez-vous que la ville de Kinshasa avait pris à bras le corps l'organisation de ces Jeux? Bon, les images ont démontré que les choses se sont bien préparées en amont. Donc ce que nous on a vu, cela prouve que on peut encore faire confiance au peuple congolais. Très bien. Hein, ça c'est, nous on est resté longtemps à l'étranger, des fois on dit, parce que mais je crois que hier, les amis ont appelé, dit en tout cas, nous avons l'impression que quelque chose bouge au Congo. Et ça fait la joie. Et je me dis, ce peuple peut encore surprendre. Au-delà des désespoirs, le Congolais peut encore surprendre. C'est ça le miracle congolais. Ça dépasse tout calcul. Et ça réconforte encore ma volonté, ma foi, parce que je crois fermement que ce pays se mettra debout, qu'avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il est temps que nous puissions nous regarder, pas en face, mais vers la même direction. Regardons le Congo dans sa grandeur, et si nous nous projetons dans ça, on peut surprendre. Donc c'est formidable. Je me dis que ça ne doit pas s'arrêter là. On peut encore faire mieux dans autre chose. Ça, ce n'est que le jeu de sport. Et puis, ce qui est étonnant, il faut voir, en peu de temps, les infrastructures sont sorties du sol. Si, mais arrêtons de nous distraire. Donc, si nous nous mettons au travail, dans la discipline, dans le sérieux, nos enfants ne vont pas se moquer de nous. Et ça, c'est une fierté pour le Congo. Hein? Pour le Congo, c'est une fierté. Et je crois que travaillons pour l'avenir de ces pays. Et vous allez voir, M. Noël, avant que nous puissions mourir, nous verrons encore plus grand que ça. Ça, ce n'est qu'une étoile. Vous savez, pendant le jour, on ne voit pas l'étoile. Il faut dans la nuit qu'on voit l'étoile. Donc, le Congo sombrait, mais on voit l'étoile briller. C'est ce qu'on a vu hier. Donc, donnez encore la chance à ces pays. Regardons-nous comme des frères et sœurs. Battons-nous. Et ces pays peuvent encore surprendre le monde. Alors, honorable. Oui. La surprise est agréable. Et c'est le moment et l'occasion de le dire. Et donc, c'était vraiment un défi. Et au stade actuel, nous pouvons dire que c'est un pari gagné. Et à cela, j'ajoute, quand on est unis, on est fort. Très fort. Et on est très très fort. Maintenant, il reste à ce que nous puissions capitaliser cet événement et les consolider pour les jours à venir. Moi, je pense que ce sont ces acquis-là qui vont permettre des lendemains meilleurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui vont se battre, les 20 000 là, doivent avoir à l'esprit que voilà ce dont les Congolais ont besoin. Voilà. Okay. Alors, M. Carlos. Oui, merci. Vous savez, je représente le peuple congolais, pas les partis politiques. Vous êtes société civile, ça je suis société civile et aussi, je suis pédagogue de la nation. Donc, j'ai le devoir sacré de dire la vérité. Vous êtes scientifique, vous devez dire la vérité. La science ne trompe pas. Hein. Évidemment. Quand je suis les autres, je suis d'accord que l'événement, le spectacle, tout, quand même c'est bon. Mais c'est un grand baobab qui couvre beaucoup d'antivaleurs. Ce qu'on a vu le vendredi, ça couvre beaucoup d'infractions qui devraient être punissables par le président de la République. Je comprends mes compatriotes, ils considèrent le Congo comme un élève moins intelligent.
lorsqu'il a 50%, il fête. C'est ça. Une équipe moins forte, si elle fait match nul avec Mazembe, elle fête. C'est ça, les complexes d'infériorité qu'on a, nous les Congolais. On ne voit pas le Congo comme un grand pays. On parle du Congo comme la puissance de la francophonie. Il n'y a aucun État de la francophonie riche comme la RDC. Alors, ce que nous avons vécu hier, c'est le résultat des problèmes au niveau de la planification, où le président de la République a souffert, comme si c'était son propre truc, sans être appuyé. Regardez, nous sommes des Africains. La francophonie, les Jeux de la francophonie, ça doit être une fête. Mais lorsqu'on organise une fête chez soi, on doit être propre. C'est ça la culture des Bantous. On doit balayer devant sa cour. Est-ce que Kinshasa a été balayé? Nous connaissons autant de Kimbuta, on peut l'accuser de tel qu'il était, mais il avait quand même ces couleurs-là, il mettait des shows là qui faisaient 2 semaines. Quand il y a des événements... On l'a fait nuitamment. Mais non, maman, moi j'habite, j'ai fait de l'humété. On l'a fait nuitamment. Directeur Noël, il fait l'humété, il connaît à l'époque de Kimbuta, on mettait des couleurs sur la chaussée, sur des bordures, mais on n'a pas mis ça. L'éclairage, parfois on trouve une ampoule là, tout ça. Pourtant, chaque facture mensuelle de la SINEL, nous payons 170 à 200 francs congolais. Combien coûterait une ampoule pour l'éclairage public? Et ça, vous ne voyez pas ça, mes compatriotes? Vous applaudissez ça? Les embouteillages, j'ai vu, j'étais là, je voulais entrer, mais je n'ai pas pu. Non, moi j'étais en Russie associé lorsque Poutine a organisé le festival de 28 000 jeunes. Il faut voir l'organisation. Mais le Congo, c'est comme la Russie. Le Congo n'est pas le Rwanda. Le Congo n'est pas le Gabon. Le Congo n'est pas... Il peut être presque comme la France, mais même si nous sommes riches que la France. Donc, je peux dire que il faut après ça qu'il y ait un bilan et qu'on sanctionne tous ces gens-là qui croient soutenir le président, c'est par des flatteries, des propos flatteurs. C'est un échec. Il n'y a même pas une carte touristique pour les athlètes pour aller visiter là où il y a Kimpavita, là où musée, là où il y a... Il n'y en a pas tout ça. Et vous dites qu'on a organisé tout. Non, c'est le moment de vendre le pays dans tous les secteurs. J'ai dit. Ok. Alors, monsieur... Madame, vous aviez déjà parlé sur... je voulais ajouter quelque chose. Sur les jeunes, vous avez parlé? Oui, on a plus vu les jeunes à courir au stade des martyrs. Et dans le discours du président, il dit « Il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse, que les dirigeants ont le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé. » Parce que dans ces jeux-là, les différents athlètes, en tout cas, ce ne sont pas des personnes âgées, ce sont des jeunes. Donc, ce sont des jeux de la jeunesse et la jeunesse est mise en exergue pour ça. Et pour terminer, je voudrais simplement demander à nos autorités, nous avons la guerre à l'Est. Après la francophonie, les retombées qui découleront de ces jeux, qu'on pense à nos frères qui sont déplacés à l'Est du pays. Et que les athlètes ne nous laissent pas des grossesses ici au pays, qu'ils fassent le jeu et qu'ils repartent. Alors, M. Bakar, avant de clore le dossier du jeu de la francophonie, que dire de la non-présence de la secrétaire générale de la francophonie à Kinshasa? Merci, M. Noël. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je ne vais pas prendre ça de la manière dont les gens pensent, mais je prends dans la dimension politique. Vous savez, la guerre à l'Est, ça fera bientôt plus de 30 ans. Alors, c'est une guerre de multinationales, et il y a un pays qui était vraiment, vraiment à la commande de cette histoire, c'est le Canada, avec son sous-traitant, le Rwanda. Et en fait, ce que je constate aujourd'hui est que les deux pays se sont sentis gênés de venir en RDC. Même les athlètes ne sont pas. Voilà, même leurs athlètes. Donc cela prouve à suffisance que la guerre à l'Est, c'est une agression
qui a été planifiée par l'Occident avec leurs sous-traitants, le Rwanda, et avec leur bras, le M23. Donc pour moi, cette absence, ça se justifie par rapport à leur implication dans ce que nous parlons dans cette émission, cette guerre inhumaine, atroce, infligée inutilement à notre peuple congolais pour nos minéraux. Donc, je crois qu'elle a voulu seulement montrer que je fais partie du pays agresseur, même si l'invitation lui a été donnée, parce qu'on dit qu'on ne lui a pas donné l'invitation. Et moi, ça m'étonne. C'est comme si j'organise le mariage de ma fille et je demande qu'on me donne l'invitation. Parce que cette structure, c'est elle qui... Le Congo, ce n'est que co-organisateur de cet événement. Mais au sommet, c'est l'OIF qui est une structure qui est organisatrice de cette grande messe. Alors, je trouve ça vraiment absurde qu'on puisse donner les invitations à ceux qui organisent. Je ne sais pas si je me suis trompé, les amis peuvent me contredire ou appuyer ma thèse. Merci, M. Noël. Ok. Alors, M. Lokaka, la France, à ce que je sache, c'est les promoteurs même de la francophonie. Mais sa représentation au niveau de ces Jeux de Kinshasa répond-elle à l'attente? Je vous remercie sincèrement. Vous savez, le Congo, c'est le plus grand pays de la zone... Je sais, c'est comme ça que je réponds. Je dis que le Congo, c'est le plus grand pays de l'espace ou de la communauté française du monde, dans le premier pays. Et le Congo seul fait partie 4 fois plus que la France. Donc, la présence de la France est déjà dans le Congo. C'est aux Congolais de s'autoproclamer premier pays francophone et il prend le leadership de la francophonie. C'est-à-dire, au-delà de tout, il faut réfléchir dans une génie génétique que, désormais, ne peut être secrétaire général de l'OIF que le pays qui a plus de Français, plus de gens qui parlent la langue française. Et donc, à ce moment-là, le Congolais prendra la tête de la francophonie à tout moment où on va organiser le jeu de l'OIF. Donc, ici, c'est question d'intelligence. Et moi, c'est depuis longtemps que je réfléchissais comment le Congo peut placer le professeur Isidore Ndaïrouel au regard de ce que madame a fait. Nous réclamons implicitement, avec les membres qui sont venus majoritairement ici, que cette dame doit être remplacée automatiquement après le jeu de Kinshasa. Non, c'est le lobbying congolais. Et là, Mopili, c'est ça aussi le ONGD. Ce n'est pas que la guerre, ni la pauvreté aussi. Nos ONGD n'ont pas de lobbying. Vous êtes à 360, vous avez dit 3000 et quelques. 380. De ça, 380 organisations non gouvernementales peuvent réclamer l'OIF. Je crois que cette fois-ci, après le jeu, qu'on mette l'argent et les mécanismes honorables. Il n'y a pas une commission de l'OIF à l'Assemblée nationale. Qu'on mette les moyens pour réclamer l'absence de la France, du Canada et du Rwanda que désormais le Congo place avec les pères qui sont venus. Donc il faut une diplomatie agitante, pas agissante, une diplomatie agissante pour réclamer que nous plaçons un de nos meilleurs comme représentant, secrétaire général en remplaçant la dame. Et on peut une résolution. Monsieur Lecoq, si cette résolution, moi j'appuie. Sinon, on quitte cette histoire. On ne quitte pas, non. Non, j'ai dit si nous n'avons pas une place de choix dans cette histoire. On s'impose, nous on ne va pas quitter. Non, mais avec la France, vous savez que c'est la France qui a imposé la dame rwandaise à ce poste. Et comme la France est absente, s'il vous plaît, après les assises, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons tirer les conclusions quand
Non, on agit avec les membres. Quand les Jeux vont se terminer, nous allons tirer des conclusions. Alors, nous abordons le troisième point, notre thème, le troisième thème, sommet, la Russie et l'Afrique. Alors, la question que je vous pose, par rapport au sommet précédent, c'est la deuxième fois que l'Afrique se retrouve en Russie pour le sommet. Avez-vous l'impression qu'il y a eu une pression occidentale sur les États africains? Et l'Occident ne voulait pas que l'Afrique se rende à ces sommets. Quel constat vous avez fait lorsque le sommet s'est tenu? Oui, monsieur. Vous savez, lorsque vous parlez de la pression venant des systèmes occidentaux vis-à-vis de ce pays qui sont allés en Russie, c'est tout à fait normal qu'une telle pression soit mise non seulement en application, mais aussi poussée encore davantage. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, le pays africain ici n'ont pas le canevas qu'il faut vis-à-vis des autres pays que l'Union européenne, vis-à-vis de la Russie ou des autres tendances qui ne tiennent plus compte avec le système occidental. C'est un peu ça. Donc la guerre, elle est récurrente, permanente et de manière irréversible sur ce chapitre-là. Donc, parce que l'Occident mène une guerre vis-à-vis de la Russie, il doit pouvoir faire attention à ce que ce dont il considère comme ce petit ne puisse pas émerger et entrer dans cette ligue, la chasse gardée qui est la Russie. Mais maintenant, ce que je non, Noël, ça c'est un constat. Ce que j'aimerais simplement dire dans ce chapitre-là, c'est à nous, Africains, nous-mêmes. Nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes plutôt que d'aller vers des grandes puissances. Parce que le regard, il faut d'abord entrer dans l'histoire pour savoir comment les grandes puissances ont dû devenir grandes puissances dans le monde. Il faut que chaque pays puisse se ressourcer en tenant compte de son histoire, de ces points focaux qui le permettent de dégager de l'énergie ou de moyens qu'il faut pour devenir puissance demain ou après-demain. Il n'y a que sur ce chapitre-là que le pays peut avancer. Oui, monsieur. Merci. Pratiquement dans le même ordre d'idée, c'est que vous savez qu'il y a eu un moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu deux blocs. Et un bloc a réussi à faire disloquer l'autre, et pratiquement toutes les relations avec les Suds étaient orientées vers les blocs occidentaux. Et après, il arrive que l'autre bloc, avant même de se relever vraiment, va voir la Chine qui va s'élever et entretenir maintenant des relations avec les Sud, l'Afrique, nous allons dire, ce qui rend déjà un peu multipolaire la coopération qui avant n'était que bilatérale, soit directement avec les pays africains et l'Union européenne par exemple et les États-Unis, ou parfois même de manière restreinte, les pays africains avec des pays pris individuellement. Par exemple, la France, vous avez la France-Afrique. Et aujourd'hui, nous avons la Russie qui, depuis 2019, rentre dans cette course-là et voudrait qu'il y ait multipolarité pour la simple raison que quand il y a multipolarité, ça affaiblit l'autre bloc. Alors, qu'est-ce que les pays africains devraient faire maintenant ? Vous savez, il y a toujours les vocables divisés pour mieux régner. Ceux qui ont dominé pendant tous ces temps sont en dislocation aujourd'hui. On a la guerre qui est maintenant au niveau de l'Europe, on a cette multipolarité, mais que les Africains ne commettent pas l'erreur d'y aller individuellement. Parce qu'aujourd'hui encore, quand vous voyez les États africains aller par exemple en Russie, c'est toujours ces enfants-là, parce qu'il y a encore une forme de paternalisme, qui vont s'abonner, qui cherchent à s'abonner auprès d'un nouveau père ou auprès d'une nouvelle métropole, si vous voulez. Ce que les États africains doivent faire, c'est d'y aller en bloc. Vous savez, directeur, les États européens sont les plus riches, mais quand ils doivent faire certaines choses, ils le font en bloc avec l'Union européenne. Donc l'Union africaine doit profiter du fait que maintenant il y a la division
du côté de l'Occident, du côté du Nord, mais aller aller en bloc en exigeant des choses précises pour que, économiquement parlant et même sur le plan sécuritaire, l'Afrique ait aussi désormais son mot à dire. Ok. Juste 2 minutes. S'il vous plaît. Une minute, je ne vais pas rester longtemps. Une minute alors. Hein? Une minute, vous pouvez regarder la montre. Moi, je dis que c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Comment Il n'y a rien. Moi, je dis les jours où les organisations, que ce soit des pays de l'Est ou de l'Occident, qui nous invitent en tant qu'État africain pour aller là-bas, s'il n'y a pas une proposition de plan Marshall, comme c'était en Occident, ou le plan, et l'équivalent du plan Marshall par la Comecon, à l'époque la Russie, l'URSS avait donné aux pays de l'Est, c'est un marché de dupes, il ne faut pas y aller. Donc c'est une montagne qui a accouché d'une souris, ça ne rapportera rien. Et puis ce que vous avez dit, les idéologies n'existent pas maintenant. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui se bat contre le capitalisme. Il y a plusieurs capitalismes qui se battent entre eux. Il y a le capitalisme qui est en Russie, il y a le capitalisme en Chine, il y a le capitalisme de l'Occident. Sur le capitalisme, c'est le combat entre eux pour pouvoir avoir le leadership. Donc voilà. Donc sortons de là. Oui, honorable. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je crois que cette nouvelle aventure doit nous intéresser au plus haut point. Parce que nous, en tant qu'Africains, il y a cette nécessité de changer d'approche dans les relations internationales. Moi, je suis en train de me dire que lorsque vous regardez les partenaires traditionnels, qui ont toujours considéré que nous, les consommateurs, nous devons toujours avoir la main tendue. Et au stade actuel, avec tout ce qu'il y a comme problème interne déjà au niveau de cette union, les Africains maintenant doivent se choisir un partenariat, ou des partenariats qu'on peut appeler des partenariats gagnant-gagnant. Il faut une coopération innovante. Laquelle coopération aujourd'hui, comme le président dont on parlait tout à l'heure, qui demandait que quand nous reviendrons encore, c'est pour recevoir encore des sacs de blé. Vous comprenez maintenant que dans ce genre de relations, les Africains doivent coaliser, ils doivent aller avec des projets du genre et de créer de nouvelles relations qui peuvent profiter pour le développement de l'Afrique et avoir un visage humain dans la coopération internationale. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Je prends un pays comme la France qui vient le président français qui arrive chez nous, dans notre pays, et qui commence à donner une leçon publique au président de la République. Comme si la République démocratique du Congo était un sous-ensemble de la France. Vous comprenez? Je termine en vous disant que dans ces conditions-là, c'est à nous, les Africains, de saisir... On est économiquement faible. Exactement. Quand on est économiquement faible... Les choix qu'on a fini le temps, et ce qui est fondamental, il y a eu bouleversement mondial. L'axe du monde a changé, et en tant que les grands initiés, nous sommes dans l'ère de verso. Le verre est plein, et nous, les Africains, doivent être prudents. Ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que nous vivons aujourd'hui. Si on ne prend pas de bonnes décisions, le nouveau, l'homme fort qui est en Russie, risque de faire mal en Afrique si on n'est pas prudent. Merci. Ok. Nous savions que s'il vous plaît. ces sommets étaient connus avant. Est-ce qu'au Congo, on a une intelligence nationale, un cabinet ou un laboratoire de réflexion des produits d'intelligence? Parce qu'on a délégué le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il est allé avec quel message? C'est ce que nous devons nous demander. Dans des pays sérieux, c'est depuis plusieurs mois qu'on devrait préparer notre cahier de charges et confier à celui qui va alors nous représenter. Mais c'est dans ce contexte-là que je dis que les présidents africains doivent se mettre ensemble pour avoir un projet
commun. Nous sommes arrivés, s'il vous plaît, préparez-vous, le sommet est terminé, lisez un peu les conclusions de ce sommet. La semaine prochaine, nous reviendrons pour dire quelle envergure nous pouvons donner à cette nouvelle coopération. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes à votre disposition pour ceux qui ont de considérations à nous faire. Nous sommes à leur disposition. C'est votre émission. C'est pour vous et non pour nous que nous le faisons. Au revoir, mesdames. Merci les intervenants. Merci l'équipe technique. Merci Deyo Nzonga avec la réalisation. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne du développement. Au revoir. Naboyo kani kwa bisona tebo, tukiwa bayeta unite kosi.